Je commence en remerciant Agnès et les autres membres du comité organisateur de m'avoir invité pour parler ce matin. Bien évidemment, on est tous déçus de ne pas être ensemble pour des contacts plus personnels, mais un jour. Donc, je vais vous parler un travail qui dure depuis plusieurs années, qui vise à trouver une manière optimale pour obtenir des profils langagiers d'enfants bilingues. Attendez, j'essaie de ne pas avoir, voilà, ok, j'organise mon écran, excusez-moi. J'organise mes remarques de la manière suivante. D'abord, je voudrais, en guise d'introduction, parler de pourquoi on a envie d'avoir un questionnaire pour les parents d'enfants bilingues. Ensuite, on regarderait les limitations de l'utilisation des questionnaires parentaux existants. Et ensuite, je vais raconter les résultats d'un sondage via les méthodes de consensus Delphi que je vais présenter. Ensuite, la dernière partie, le travail en cours vers un questionnaire optimal. Attendez. Voilà. Alors, donc, pourquoi un questionnaire pour les parents d'enfants bilingues? La situation des enfants bilingues suscite des interrogations des uns et des autres. Bien évidemment, au niveau de la recherche, on a envie de comprendre ce que c'est qu'une acquisition bilingue typique chez l'enfant. Ça contribue non seulement à comprendre cette situation particulière, mais aussi à mieux comprendre comment le langage émerge de manière générale. Dans la clinique, on a envie, bien évidemment, de savoir comment identifier un enfant bilingue qui aurait besoin d'un suivi orthophonique. Et là, on parle souvent des enfants avec un trouble développemental du langage parce que c'est vraiment les identifier ou pas comme ayant un trouble. Mais c'est important de garder aussi que ce questionnement vaut aussi pour des enfants qui ont une pathologie identifiée, comme par exemple les enfants avec autisme, savoir s'ils ont en plus un trouble du langage est très important pour un suivi adapté. Au sein des écoles, il y a aussi un besoin d'identifier les enfants qui auraient besoin d'une aide spécifique de type français, langue étrangère. Alors, comment savoir si un enfant bilingue suit un développement typique du langage? La première réponse qui est souvent donnée, c'est au niveau de l'évaluation adéquate du langage. Et tous les grands organismes d'orthophonie internationaux disent qu'il faut absolument tester toutes les langues de l'enfant, car bien évidemment, s'il y a trouble, ça va se voir dans chacune des langues de l'enfant. Bien sûr, et notamment dans un pays comme la France, il y a des difficultés très importantes, des difficultés pratiques pour mettre cela en œuvre. Faut-il avoir des outils pour évaluer toutes les langues? Faut-il avoir des personnes capables de les identifier ou avoir les ressources pour être en contact avec des gens qui ont ces compétences, etc. Donc, ça suscite des questions pratiques importantes. Mais les difficultés ne sont pas que pratiques, on va y venir dans un instant. L'autre réponse à ce genre de questions, c'est de regarder du côté de l'expérience langagière pour essayer de déterminer si l'enfant a bénéficié d'une exposition à la langue environnante qui a été suffisamment précoce, longue, riche, etc. Donc, regardons déjà l'évaluation de deux langues. Et je vais illustrer cela par une étude que nous avons faite à Tours il y a quelques années
sur l'immigration britannique en France. Ça se voit que c'était il y a quelques années, parce qu'il n'y en a plus d'immigration britannique en France comme il y en avait il y a un certain temps. Là, on va regarder 22 enfants dont la première langue a été l'anglais, la deuxième langue le français. Ils sont tous arrivés en France après l'âge de 4 ans et on les a testés une fois. La première fois, ils étaient âgés entre 6 et 12 ans et donc ils avaient été en France depuis 11 mois pour ceux qui avaient la plus petite exposition au français et jusqu'à 4 ans pour ceux qui avaient été la durée d'exposition la plus longue. Et ensuite, on les a revus un an plus tard. Ils ont été évalués en anglais et en français en suivant les indications des organismes internationaux et on a utilisé des outils orthophoniques utilisés pour évaluer l'anglais et pour évaluer le français. Là, vous avez le résultat dans un tableau. Vous avez les codes pour les individus, AD, CLOS, LAD, ça correspond à des enfants individuels. Et là, j'insiste, je pense que c'est très important de ce type de recherche de ne pas avoir que des résultats de groupe, mais d'avoir des individus. C'est le cœur du problème. Vous avez donc à gauche les individus au moment de la première évaluation et ils sont divisés entre les enfants dont l'évaluation, dont les scores étaient normaux aussi bien en anglais qu'en français. Ensuite, la deuxième ligne, ceux dont l'anglais était normal, mais le français était inférieur aux normes. Et ensuite, la troisième ligne, les enfants dont l'anglais était inférieur aux normes, mais le français était dans les normes. Et ensuite, dernière ligne, les enfants qui étaient inférieurs aux normes dans les deux langues. Ce qui est important, c'est de regarder ces mêmes individus à droite, à T2, et là, vous voyez qu'il y a des enfants qui ont changé de groupe. Des enfants qui avaient un niveau bas en français avaient un niveau bon en français un an plus tard. Ça, on s'y attend. Ils ont acquis le français au bout d'un an passant dans les normes pour certains d'entre eux. Mais ce qui m'intéresse plus ici, c'est la L1. Et vous voyez qu'il y a des enfants où la L1 était normale à la première évaluation et passée en dessous des normes à la deuxième évaluation. Il y avait un changement peut-être de politique linguistique au sein de la famille, par exemple, abandon d'une des langues. Mais il y a aussi des enfants où c'était l'inverse. Ils ont testé bas pour l'anglais à la première évaluation, mais l'anglais est passé normal à la deuxième évaluation. Ils étaient peut-être dans une période où même leur anglais avait été en quelque sorte perturbé, entre guillemets, par l'introduction du français. Autrement dit, juste tester les deux langues en soi ne donne pas pour tous les enfants peut-être la réponse. Maintenant, retournons à une deuxième possibilité. Et bien évidemment, ces possibilités ne sont pas exclusives. Ça, c'est déterminer si un enfant a bénéficié d'une exposition suffisante. Et là, il s'agit bien évidemment de l'utilisation de questionnaires ciblés pour les parents d'enfants bilingues. Chez les parents, on peut obtenir des informations sur l'exposition, sur l'utilisation des langues, sur les facteurs de risque, sur les attitudes envers les langues, envers le bilinguisme. Dans l'exposition et l'utilisation, on peut savoir comment c'était dans les premières années de vie, comment c'est actuellement. On peut regarder la fréquence, mais aussi la richesse, le nombre d'interlocuteurs, les activités, etc. L'utilisation des questionnaires est fondamentale, bien évidemment, dans attendez, j'essaie parce que mon écran a le chat dessus, excusez-moi.
Donc, je disais que utiliser des questionnaires dans la recherche sur le bilinguisme, c'est normal, c'est passé dans les habitudes, mais maintenant également en clinique, il y a beaucoup de résultats importants qui montrent que, par exemple, on trouve des corrélations entre ce qui n'est pas étonnant pour des cliniciens, entre les facteurs de risque et les scores, et que certains types d'évaluation, certains domaines linguistiques sont liés à l'exposition, d'autres moins. Pour regarder cela, je vous propose un exemple. Et l'exemple sera donc le questionnaire sur lequel nous avons travaillé à Tours, le PABIC, le questionnaire pour parents d'enfants bilingues, qui au départ a été développé dans le cadre d'un programme CEDRE entre Tours et l'Institut supérieur d'orthophonie à Beyrouth. À Tours, c'était notre équipe, mais aussi les cliniciens au centre de référence langage de l'hôpital universitaire à Tours. Ce questionnaire était l'adaptation de 2 questionnaires créés par Joanne Paradis au Canada. Et cette première version a été élaborée déjà il y a plus de 10 ans et ça récoltait des informations de types différents. Histoire précoce, habileté actuelle dans toutes les langues, langue utilisée à la maison, en dehors de la maison, information sur les parents et difficultés dans la famille. Ce questionnaire a été utilisé dans le cadre d'une action COST qui a eu lieu et qui visait à rassembler des chercheurs et des chercheurs cliniciens autour de la problématique de l'identification de troubles du langage chez les enfants bilingues. Le questionnaire PABIC a été traduit et adapté dans plus de 15 pays. Des versions existent pour environ 25 langues actuellement et ça a été utilisé dans pas mal d'études. Il est distribué gratuitement. La version française est disponible en ligne et je donne le lien là. Alors, quel était le but? C'était de comprendre des scores langagiers bas que pourrait obtenir un clinicien ou un chercheur chez un enfant bilingue. Est-ce que ça permet de savoir, lorsque on ne peut tester la langue familiale, est-ce que la performance dans la langue familiale est également basse? Est-ce que l'enfant a eu un retard de langage? Est-ce que les parents étaient inquiets? Est-ce qu'il y a eu une histoire familiale de difficultés langagières? Quelle était l'histoire langagière précoce? Quelle était la richesse et la fréquence d'exposition et d'utilisation? Et même chose pour actuellement. Et l'idée était de tout mettre dans un seul questionnaire qui pourrait être utilisé pour les chercheurs et les cliniciens. Les toutes premières études pilotes qui ont eu lieu en 2012 en France, au Liban, mais aussi en France métropolitaine, mais aussi à l'île de la Réunion. Et on a regardé la cohérence interne du questionnaire, la validité des réponses. On a pu voir qu'il fallait 20 minutes pour faire passer ce questionnaire, mais ça variait entre 20 minutes et plus d'une heure. Des parents très bavards, très intéressés par raconter l'histoire de leur enfant. Je donne quelques exemples. Là, l'exemple de est-ce que les parents estiment de façon fiable les habiletés langagières de leur enfant? Et nous avons pu regarder, par exemple, est-ce que on voit une cohérence entre ce que les parents disent pour l'âge du premier mot de la première phrase et ce qu'ils disent sur les habiletés dans la langue familiale.
Et on a vu qu'il y avait un lien, une cohérence importante, y compris dans le cadre du créole réunionnais français, un bilinguisme qui n'est pas toujours facile pour les parents d'apercevoir et de renseigner. On a fait cela aussi avec des parents dont les enfants étaient exposés à l'arabe et au français. Et on a vu que, parce qu'on a pu tester l'arabe de ces enfants avec un outil standardisé, et on a vu qu'il y avait une cohérence entre ce que les parents disaient sur les habiletés en arabe de leur enfant et les tests standardisés en arabe. Je voudrais prendre un exemple plus récent, plus longuement, une étude faite en 2020 et il s'agit de 20, non, ce n'est pas 23, mais 123 enfants bilingues, excusez-moi, recrutés dans des écoles maternelles publiques de la région centre. C'était des enfants âgés de 3 à 6 ans. Aucun n'était suivi en orthophonie. Et dans ces enfants, on s'est intéressé particulièrement aux enfants dont la langue familiale était le turc. Il y avait 36 enfants dans ce cas de figure, âgés de 3 ans à 6 ans. Et tous les autres bilingues, il y en avait 85, ils avaient le même âge. Et dans les autres langues, et ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure, que ce n'est pas facile de tester la première langue des enfants, la langue familiale. Vous voyez les grandes variétés qu'on a trouvées. Oui, il y avait un grand groupe d'enfants dont la langue familiale était l'arabe. Également un groupe d'enfants dont la langue familiale était une langue atlantico-congolaise, et ensuite beaucoup de langues, dont pour beaucoup de ces langues, il n'existe pas d'outils standardisés pour le lingala, le kinyarwanda, le fula, etc. Le protocole que nous avons utilisé, à part le questionnaire avec les parents, était de tester l'enfant avec des outils développés dans l'action POST que je mentionnais à l'instant, et notamment trois outils plutôt. Le premier, une épreuve de répétition de non-mots qui contient des items dont la structure n'est pas liée à la structure phonologique du français, mais tant que possible représente la structure qu'on trouve dans la majorité des langues du monde. Ensuite, une épreuve de répétition de phrases en français. On avait une épreuve de répétition de phrases également en turc, et on a analysé un échantillon de langage spontané en turc en utilisant un autre outil, Litmus. Ce sont les outils de cette action COST. Et cet outil était une épreuve de production de récits. Et ensuite, on avait des mesures non verbales. Alors, lorsqu'on a comparé les enfants de familles turques aux autres enfants bilingues et aux enfants monolingues, voici ce qu'on a trouvé pour les épreuves de répétition de phrases et de répétition de non-mots. À droite, c'est la répétition de non-mots, et vous voyez que les enfants qui parlaient toutes les autres langues, les enfants dont la langue familiale est le turc, et les enfants monolingues avaient des scores vraiment équivalents, aucune différence significative entre les groupes, bien évidemment. Donc, cette épreuve permet de tester des enfants bilingues, et ils ne sont pas du tout pénalisés. On peut tester la phonologie de cette manière.
Quand on regarde la répétition de phrases, là, bien évidemment, on ne peut pas faire répéter des phrases sans intervenir la langue. Et il y a des mots, une syntaxe, bien sûr. Et vous voyez que les deux groupes bilingues ont eu une performance en dessous des enfants monolingues. Ce qui nous a intéressés, c'est que les enfants turcs avaient une performance bien inférieure aux autres enfants bilingues. Et quand on regarde de près les individus, et là, on voit leur score en répétition de phrases et leur âge, on voit en rouge les enfants turcs et on voit qu'en dessous de l'âge de 5 ans, quasi tous les enfants ont des scores très, très chutés à répétition de phrases. Ils étaient capables de répéter correctement moins d'un quart des phrases. Alors que les autres bilingues, vous voyez qu'il y a une progression plus importante avec l'âge et on trouve des cas de figure différents selon les âges. Alors que chez les enfants turcs, on voit que même plus âgés, il y en a beaucoup pour lesquels le score reste très bas. On a comparé les grands groupes des enfants parlant d'autres langues, donc les enfants turcs par rapport aux enfants dont la langue familiale était l'arabe ou une langue atlantico-congolaise. Et on voit que effectivement, c'était pas juste peut-être que les enfants arabes seraient plus francophones qu'arabophones. On voit que les enfants de familles où on parle turc sont inférieurs, ont des performances inférieures à ces deux autres groupes d'enfants. Lorsqu'on a regardé les résultats du questionnaire PABIC, on a vu que tous les enfants turcs étaient nés en France, à part un. Il n'y avait pas de différence socio-économique dans les familles, ni de différence entre un indice qu'on avait qui nous indiquait que le développement précoce était positif. Sur la base de l'âge du premier mot, première phrase, inquiétude parentale. Pas de différence entre les enfants turcs et les autres enfants. Par contre, des différences significatives, comme vous pouvez l'imaginer, pour toutes les mesures d'exposition et d'utilisation des langues et d'habiletés langagières. L'âge de première exposition au français, durée d'exposition au français, vous voyez que l'âge de contact avec le français, les enfants turcs sont en rose, c'était beaucoup plus élevé, bien qu'étant nés en France, l'âge de leur premier contact significatif était beaucoup plus tardif et la durée d'exposition donc plus petite. Quant aux mesures de richesse d'exposition et d'utilisation du français à la maison, donc ça pouvait être la télévision, des activités en dehors de la maison, on voit une différence entre les enfants turcs et les autres enfants également. Intéressant pour nous, quand on a demandé aux parents quelles étaient les habiletés de leurs enfants en français et dans la langue familiale, vous voyez là aussi une différence. Les parents d'enfants turcs savent très bien que leurs enfants ont une maîtrise pas très bonne du français et ils estiment aussi que leur maîtrise du turc est beaucoup plus élevée que les parents des autres enfants bilingues. Là, vous avez les résultats en rouge au test de répétition de phrases en turc et en bleu à l'épreuve de répétition de phrases en français. Et vous voyez que pour la grande majorité des enfants, rouge est bien au-dessus de bleu. Il y a quelques exceptions d'enfants qui étaient beaucoup plus dominants en français, mais sinon, ces deux tests ont très bien montré cela. On voit que ces tests de répétition pour des enfants très jeunes, le test turc a été très difficile et très long et on voit que les enfants les plus jeunes, ça ne marchait pas très bien.
Ce qui était intéressant, c'est que les estimations parentales des habiletés en turc étaient en lien avec les résultats de l'épreuve de répétition de phrases en turc, mais aussi à une estimation des habiletés en turc basée sur une évaluation de l'échantillon de langage spontané. Et donc, ces deux résultats, on les a interprétés comme un appui fort à la capacité des parents de donner des indications utilisables sur les capacités langagières de l'enfant dans la langue familiale. Alors, donc, des questionnaires existent, ça donne des résultats intéressants. Pourtant, il y a des limitations dans ces questionnaires. Il y en a en fait beaucoup de questionnaires. J'ai illustré avec notre questionnaire, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ce que l'on voit quand on compare ces questionnaires, c'est parfois des concepts aussi fondamentaux que l'âge d'acquisition, la durée d'acquisition, la fréquence d'utilisation, la richesse d'exposition, ne sont pas mesurés de la même manière. En fait, sont mesurés de façon très, très différente. Et donc, quand on parle de durée et d'âge dans des études différentes, en fait, on ne parle pas de la même chose exactement. Donc, si on prend l'exemple de fréquence d'exposition et d'utilisation des langues, parfois on demande est-ce qu'il y a des locuteurs différents qui parlent cette langue? Parfois, on demande quels sont les contextes, comment est-ce qu'on le mesure. Parfois, ce sont des adverbes comme jamais, rarement, assez souvent, souvent, très souvent, toujours. Parfois, il y en a 6 adverbes, parfois 3, parfois 5, parfois des échelles de Likert, mais la taille de l'échelle est variable, peut-être 4 points, 5 points, 7 points, etc. Alors, un article publié récemment, en fait, c'est marqué 2020 là, mais maintenant, hors Open Science, il est paru dans une revue. Donc, vous pouvez trouver la référence plus récente parce que c'est publié, qui a fait une revue des questionnaires qui ciblent les enfants bilingues. Après une recherche partout, il a été trouvé 48 questionnaires à analyser et ça a pu montrer que des notions fondamentales telles que l'exposition aux langues, effectivement, étaient opérationnalisées de façon très différente. Euh, Est-ce qu'on parle de la langue entre la mère et l'enfant? Est-ce qu'on regarde chaque parent séparément, les grands-parents aussi, la nounou, la fratrie, tout cela, ça a varié énormément. On a regardé ces questionnaires pour voir euh, quel type de mesures étaient utilisées avec quelle fréquence dans les questionnaires. Et vous voyez que, par exemple, la majorité regarde les interlocuteurs, les contextes, les activités, la fréquence relative, mais ça peut être mesuré de façon très différente. Là, c'est la fréquence de différentes mesures pour l'utilisation des langues, encore une fois, très différent d'un questionnaire à un autre. Là, c'est comment est-ce qu'ils ont mesuré les habiletés langagières. Est-ce que c'était uniquement parler, comprendre aussi? Est-ce qu'il y avait la lecture? Est-ce qu'il y avait l'écrit? Est-ce qu'il y avait d'autres manières de poser ces questions? Et là, c'est pour la richesse linguistique, pareil. Est-ce qu'on a mesuré des activités de manière générale?
des activités à la maison, pendant les vacances, en dehors de la maison, les activités qui sont préférées, les activités qui utilisent la lecture, tout cela varie énormément. Et bien évidemment, la question est, qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce qu'il y a là-dedans une manière cohérente? À part ces limitations d'ordre méthodologique, il y a des limitations pratiques dans les questionnaires existants. Des contraintes temporelles existent pour beaucoup de cas d'utilisation, notamment en clinique. Un clinicien n'a pas forcément une demi-heure pour faire passer un questionnaire et encore peut-être 20 minutes pour traiter les données et les interpréter. Il y a aussi que tous les acteurs n'ont pas les mêmes besoins d'un questionnaire. Ce à quoi s'intéresse un chercheur n'est pas forcément la même chose que ce à quoi s'intéresse un enseignant ou un orthophoniste. Et il peut y avoir aussi pour un même acteur, selon l'enfant et la situation, on n'a pas besoin, on n'a pas envie de savoir les mêmes éléments. Donc, tout cela, ça pose des questions et nous avons décidé de faire un sondage vers les différents acteurs en utilisant la méthode de consensus Delphi pour savoir ce qui pourrait émerger comme contenu optimal, comme format optimal pour un tel questionnaire. Donc, on a pu trouver 132 chercheurs, enseignants et orthophonistes de 29 pays différents. Tous avaient travaillé avec des enfants bilingues d'âges divers, de contextes bilingues ou multilingues très variés. Et on leur a demandé d'évaluer un ensemble de 124 énoncés issus de la revue de littérature des questionnaires et aussi d'un atelier réunissant des experts. Et on leur a demandé d'évaluer ces énoncés. Et les énoncés étaient évalués une première fois. Ensuite, on a regardé les énoncés qui atteignaient un accord et on les a resoumis, reformulés là où les experts, les participants au sondage avaient dit que ce n'était pas clair. On a resoumis pour un deuxième tour d'évaluation. Et voici des exemples d'énoncés qu'il y avait et avait évalués. Par exemple, le questionnaire devrait être accompagné d'un outil qui donne un calcul automatique de score objectif dans chaque langue. Et voilà, exposition actuelle, utilisation actuelle, exposition cumulative, utilisation cumulative. Et ils avaient à dire s'ils étaient d'accord que ce genre de choses devrait figurer dans un questionnaire de ce type. Voici d'autres exemples. Est-ce qu'un questionnaire devrait contenir une section pour identifier des enfants qui pourraient être à risque pour un trouble développemental du langage? Une telle section, est-ce que ça devrait inclure les premières étapes d'acquisition, des difficultés d'audition, etc. Donc, différentes façons de poser ces questions, etc. Nous n'allons pas, n'ayez pas peur, regarder les 124 énoncés qu'il y avait à évaluer. Quels étaient les résultats de cette étude? Après les deux tours, presque 80% des énoncés, d'un ensemble d'énoncés ont atteint un seuil d'accord préétabli qui était 75% d'accord entre les évaluateurs, en essayant de tenir compte des évaluateurs de tous les domaines, donc des chercheurs, des orthophonistes, des enseignants.
Il y avait notamment un accord quasi unanime sur le besoin d'avoir des méthodes communes pour quantifier le bilinguisme. Et l'accord était sur le besoin de documenter l'exposition, l'utilisation, les difficultés, les habiletés, l'éducation et la littératie, la qualité de l'input, les pratiques de mélange de langues et les attitudes envers les langues et le mélange de langues. Et là, donc, à quoi ça ressemble ce questionnaire? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie. Le groupe qui travaille de cette manière, ça fait partie en fait d'un projet qui s'appelle le projet QBEX, Quantifying Bilingual Experience. C'est un projet international financé au Royaume-Uni et mené par l'Université de Leeds avec des partenaires en France, nous à Tours, et des partenaires aussi aux Pays-Bas. L'idée était d'établir une mesure optimale de l'expérience langagière bilingue basée sur une étude consensuelle, c'est ce que nous venons de voir, et de créer un questionnaire en ligne modulaire, accessible et gratuit qui donnerait des mesures automatiques de l'expérience langagière. Le but était que ce questionnaire soit disponible dans plus de 15 langues et que ça, à la fin, ça produit un rapport dans la langue du chercheur, de l'orthophoniste, de l'enseignant et qu'il y aurait des versions parents, mais aussi enfants. Donc, après avoir fait l'état de l'art, regardé les différents questionnaires, fait le sondage auprès des acteurs qui utilisent des questionnaires, on a développé des versions préliminaires, on les a envoyées à des experts pour avis et ensuite, il y avait un processus de raffinement du questionnaire, de pilotage, d'ajustement, de traduction et de validation. Et ces parties viennent juste d'être terminées, soit sont en cours. Un élément important était des entretiens cognitifs. C'est quoi un entretien cognitif? C'était l'utilisation du questionnaire, l'administration à des parents, mais aussi à des enfants en temps réel, avec un intervieweur qui, au fur et à mesure que les parents et les enfants remplissaient le questionnaire, on leur demandait de commenter la clarté des questions, de voir, noter les moments où ils hésitaient parce qu'ils ne comprenaient pas, etc. 30 entretiens de ce type ont été effectués dans 14 pays différents. Et vous voyez les pays différents et ça concernait des enfants qui parlaient des langues très, très diverses dans des contextes très, très différents. L'idée étant d'avoir un outil utilisable partout. Des modifications finales, des traductions et la mise en ligne viennent d'être faites. C'est en ligne depuis septembre 2021. La version française est en ligne, mais également des versions en allemand, en anglais, en japonais, en néerlandais. D'ici la semaine prochaine, il y aura des versions en arabe, en espagnol, en polonais. Donc l'idée ici, par exemple, un orthophoniste peut demander à des parents de remplir le questionnaire. La famille peut choisir la version en arabe, par exemple, mais l'orthophoniste va avoir le résultat en français. En cours de traduction, il y a 11 autres langues et un appel a été envoyé pour encore d'autres langues. Comment est-ce que ça marche, le questionnaire? Il y a 7 modules. Les 3 premiers modules sont obligatoires. Les parties en orange sont obligatoires, donc les informations de base, les facteurs de risque, l'exposition et utilisation langagière. Mais même au sein de ce 3e module, on peut choisir d'avoir uniquement les estimations actuelles et l'âge et lieu de première exposition. Et ensuite, facultativement,
On peut activer les estimations cumulatives, pondérées, on va regarder dans un instant, et discours entendus à la maison. 4 autres modules sont facultatifs: les habiletés langagières, la richesse de l'expérience linguistique, les attitudes et la satisfaction avec le langage de l'enfant et le mélange des langues. Et on va regarder, je regarde en même temps le temps, je pense que ça va pour l'instant. Voilà donc le module numéro 1. Mais vous allez voir que pour l'instant, il est très long parce que justement, on voulait garder les éléments qui sont issus du processus que je vous ai décrit. Et l'idée, et on va y venir, dans l'étude de validation, c'est de pouvoir voir les questions qui sont optimales. Donc ça, c'est les informations de base. Il y a un mélange de façons techniques de répondre. C'est en ligne. Nous avons, après avoir envoyé à des experts tout le processus décrit, nous sommes arrivés à 3 questions pour les facteurs de risque. Donc, premier mot, première phrase et inquiétude parentale. Ça, c'est les estimations actuelles. Donc, on demande aux parents de penser à une semaine typique de l'année en cours. Et là, vous voyez là où c'est marqué en anglais person ou language. En fait, ça vient automatique par rapport à ce qui a été rempli dans le premier module pour les noms des individus et les noms des langues. Et là, c'est un exemple de comment le parent ou l'enfant remplit. Donc, il y a un curseur et on peut individualiser dans un graphique à camembert la répartition de fréquences entre, là, c'est le cas d'un enfant qui parle 3 langues. C'est le module sur l'exposition et l'utilisation. Il y a qu'on continue. Donc là, c'était une semaine typique. Et là, c'est penser aux vacances scolaires des 12 derniers mois pour savoir l'exposition donc, et utilisation dans ces contextes. Et là, c'est la semaine typique où on demande donc heure par heure. Et les estimations cumulatives, c'est des périodes entre tel et tel âge, les parents vont remplir. Et les estimations pondérées, c'est ce que vous avez vu, c'est une semaine typique par rapport à la période scolaire, par rapport à un week-end typique, par rapport aux vacances scolaires, pour voir s'il y a des jours ou des moments qui sont différents des autres. Et la dernière partie, c'est l'âge et lieu de première exposition. Le module habileté langagière, il y a 100 et avec un repère de groupe. Donc, pour un enfant de son âge, de manière générale, comment est-ce que votre enfant parle le, et là, c'est une des langues. Ensuite, il y a comparé votre enfant à d'autres enfants bilingues ou multilingues d'un âge similaire qui grandissent en France. Hein. Bien évidemment, ils peuvent répondre, je ne sais pas, s'ils ne connaissent pas des enfants de ce type. La richesse d'expériences linguistiques, et là, vous voyez qu'on demande la fréquence au niveau de la lecture, de l'écriture, des devoirs dans la langue, des cours qui comportent la lecture, l'écriture, des cours en dehors de l'école, des activités avec un ordinateur, la technologie, les langues avec des amis, etc. Et la partie attitude et satisfaction avec le langage de l'enfant et une partie expérimentale et donc assez longue sur le mélange de langues. Et
comme j'ai dit, il y a une version enfant pour les enfants à partir de l'âge de 8 ans. Actuellement, il y a une étude de validation, des études parallèles en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 100 enfants âgés de 5 à 8 ans, bilingues et monolingues dans chaque pays. Nous sommes en train donc d'essayer de voir la faisabilité, l'utilisabilité, la cohérence interne et bien évidemment les prédictions de la performance langagière. Le but étant aussi de comparer les mesures plus fines, heure par heure, âge par âge, par rapport à des mesures plus générales. Est-ce que on a besoin de plus détaillé? Est-ce que ça nous donne plus d'informations, des informations plus fiables? À Tours, en plus des enfants tout venant, nous testons actuellement un groupe d'enfants suivis en orthophonie pour un trouble du langage oral. Et donc, le protocole, c'est le questionnaire avec les parents, mais aussi des mesures de morphosyntaxe, de phonologie, lexique, mémoire de travail et de raisonnement non verbal. Et je pense que j'arrive dans les temps à la fin. Je vous remercie pour votre attention et voilà.